8h35 et donc l'invité de la rédaction ce matin à votre micro, Eva, c'est Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis Charbit. Bonjour Eva et bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors avant de revenir avec vous sur cette journée politique qui s'annonce chargée en Israël, peut-être un mot sur cette fameuse flottille pour Gaza. Greta Thunberg est de retour en Suède ce matin après son expulsion d'Israël. D'après elle, les passagers du bateau ont été détenus séparément. Ils auraient eu des difficultés à contacter des avocats. Et puis en France, la députée LFiste Sophia Chérikou a qualifié les passagers de la flottille arraisonnée par Israël d'otages. Qualifié d'otages les passagers de cette flottille. Pourquoi, d'après vous, cette inversion des choses et qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je dirais que ça n'a rien de surprenant et on est toujours dans cette inflation, dans ce mensonge, dans cette imposture qui consiste à prendre des faits réels, des choses dont nous souffrons encore tous les jours. Je pense bien sûr aux otages encore détenus par le Hamas et voilà et bien entendu de ne jamais rien en dire, de ne jamais prononcer une parole, même objective sur le sort de ces otages et de considérer qu'en revanche, voilà, les passagers de la flottille qui ont refusé de partir aussitôt sont des otages. Voilà, je dirais que voilà, à quoi sert de s'indigner une fois de plus quand définitivement ces personnes-là ne méritent pas qu'on leur accorde autant d'importance. Justement, Denis, effectivement, ne méritent pas qu'on leur accorde beaucoup d'importance. En tout cas, elles s'en sont beaucoup accordées lors de ce voyage, avec beaucoup de photos, etc. Le gouvernement israélien a même qualifié cette flottille de yacht selfie. Comment est-ce que on voit ça en Israël? On se souvient, la dernière flottille, c'était le Mavi Marmara. Dessus, il y avait des islamistes. Ça a fini en affrontement avec l'armée israélienne. Il y a eu des morts, des blessés. Là, cette fois-ci, c'était beaucoup plus calme. Et pourtant, les passagers de cette flottille veulent se donner une aura de héros. Oui, alors je dirais, voilà, on a ici une très belle démonstration, 15 ans après, des conséquences que l'on tire d'une opération, voilà, qui s'était mal terminée, puisqu'il y avait eu des morts du côté des passagers turcs de cette flottille, et ça n'a pas fait du bien aux relations turco-israéliennes. Israël avait dû ensuite payer des dommages et intérêts, des compensations financières, etc. Voilà. Vous savez, chaque fois qu'il se passe un incident grave, on termine toujours en disant nous allons en tirer les conséquences, nous allons en tirer les leçons. Et je pense que pour les Israéliens, la première chose qu'ils ont retenue, c'est que effectivement, on n'est pas obligé d'avoir la gâchette facile. Vraisemblablement, on était informé sur le fait qu'aucun des passagers ou des passagères de cette flottille n'avait d'armes, ce qui n'était pas le cas dans le cadre de la Marmara. En tout cas, les deux leçons qui ont été tirées. La première, vous avez remarqué que ce n'étaient pas des soldats de commando maritime qui ont été chargés de l'opération, mais des soldats. Et je dirais qu'il y a ici une sorte de pied de nez, une sorte de, comment dirais-je, de clin d'œil, puisque de manière générale, Greta Thunberg et Rima Hassan mettent en avant le fait que ce sont des femmes politiques, que ce sont des femmes qui ont de l'autorité, du leadership. Voilà, ce sont des femmes qui se sont occupées de leur sort. Il faut dire aussi autre chose. En Israël, personne ne connaît Rima Hassan. Contrairement à la France, c'est normal. En France, elle est députée européenne. En Israël, elle ne compte pas. Bien sûr, ce n'est pas le cas de Greta Thunberg, puisque personne, ça n'a échappé à personne qu'elle avait été il y a quelques années à la tête du combat pour le climat, contre la crise climatique ou le changement climatique. Voilà. Mais encore une fois, je crois que l'essentiel qui a été retenu, c'est effectivement la capacité de faire ça bien et sans accroc et donc du coup, ça n'a pas de conséquences sur les relations franco-israéliennes qui sont jamais trop faciles depuis quelque temps. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas ajouté un dossier de plus au dossier qui sépare les deux administrations. Et puis, voilà.
Après, alors, toutes les manières d'en parler, on a pensé à un moment leur montrer le film du 7 octobre, etc. Finalement, ça n'a pas été fait. Toutes ces expressions un peu... Apparemment, ils auraient refusé, d'après ce qui est dit. Oui, effectivement. Mais je dirais que parfois, et ça, on n'est pas toujours très bon là-dessus, il faut faire preuve d'un peu de retenue. Voilà. Ne pas, comme je le disais tout à l'heure, ne pas accorder trop d'importance, ne pas tomber dans leur jeu, parce que bien entendu, ensuite, ils vont se servir de ce qu'ils vont dire, de ces déclarations, etc., des déclarations qui vont être faites. Non, il faut prendre un peu de hauteur. Et je Pour pense vous, c'est que un événement un peu sans importance? Exactement, c'est un micro-événement. C'est un micro-événement parce que il s'est bien terminé. C'est sûr que si ça s'était passé autrement, si l'arrestation des membres de la flottille avait conduit à un exercice de violence réciproque avec des blessés, c'est sûr que ça aurait eu le même effet que la Marmara. Là, non, on a fait ça comme il faut. Et tant mieux d'ailleurs. Je sais qu'il y en a qui auraient voulu que ce soit encore plus musclé. Non, non, non. Ce n'est pas notre intérêt. Notre intérêt, c'est de montrer qu'on sait faire les choses avec, comment on dit, fermeté, mais sans débordement. Denis, il y a des tensions diplomatiques entre le gouvernement israélien et des pays occidentaux en perspective parce que notamment la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège veulent imposer des sanctions à Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux ministres d'extrême droite du gouvernement israélien. Ils les accusent d'incitation à la violence contre les Palestiniens qui a, je cite, conduit à des violences et à l'expulsion de leur foyer. Là-dessus, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sar, qualifie de scandale la décision d'imposer des sanctions à Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Ça, c'est au niveau diplomatique. Vous, votre regard d'Israélien là-dessus, parce qu'on le voit dans les manifestations qui ont lieu régulièrement dans la rue en Israël et où il y a de plus en plus de gens, notamment le week-end, on dénonce aussi les propos d'Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Ah, que vous dire, Eva, si ce n'était que des propos. Ce ne sont pas des propos, ce sont des politiques, ce sont des actes. On a annoncé aujourd'hui, je crois, le 110e palestinien citoyen israélien qui a été assassiné au sein de la population arabe. Aucune arrestation, aucune politique n'est mise en place. Donc là, c'est de la vraie politique. Et pour ce qui est de la Cisjordanie ou de la Judée-Samarie, à l'ombre de ce qui se passe à Gaza, on n'en parle pas assez. C'est une annexion qui n'est plus seulement rampante aujourd'hui. Alors, très sincèrement, je vais vous dire que pour une fois, je n'ai pas l'obligation de réserve qui consiste à m'émouvoir des sanctions qui sont portées contre Bezalel Smotrich et contre Itamar Ben-Gvir. Je rappellerai d'ailleurs que Vous trouvez que c'est des bonnes décisions ? Des bonnes décisions, c'est symbolique, c'est pas grand-chose, mais je rappellerai que les institutions juives en France, comme en Grande-Bretagne par exemple, ne reçoivent pas Bezalel Smotrich, ne recevront pas Itamar Ben-Gvir. Alors si les communautés juives le font, je vois pas pourquoi les gouvernements devraient le faire. Voilà, ce sont pas des gens respectables, ce sont eux qui aujourd'hui ont réussi à faire dévier cette guerre légitime, ultra légitime qu'a mené Israël depuis le lendemain du 7 octobre et qui la font dévier vers quelque chose dans lequel beaucoup d'Israéliens ne se retrouvent plus parce que eux, à la différence de beaucoup de gens à droite, au centre, où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop comment faire, eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et il faut arrêter de les prendre pour des extrémistes, des illuminés. C'est eux qui donnent le ton aujourd'hui. Et donc, à cet égard, je vais dire que dans le meilleur des cas, je reste neutre vis-à-vis des décisions qui ont été prises par le Canada, l'Australie et quelques autres pays, encore la Norvège. On parle aussi beaucoup de cette journée politique qui s'annonce. Les ultra-orthodoxes envisagent de faire tomber peut-être le gouvernement Netanyahou. En tout cas, deux partis qui représentent les Haredim s'opposent à l'incorporation de plus de religieux dans les rangs de l'armée. Seulement voilà, il y a des tractations qui sont en cours. Binyamin Netanyahou essaye de faire durer les choses. S'il y avait des élections aujourd'hui, d'après tous les sondages, il ne serait pas réélu et les partis orthodoxes eux-mêmes ne seraient pas certains d'atteindre le seuil d'éligibilité. Alors, ça veut dire quoi tout ce barouf ? Vous avez raison d'employer l'expression barouf, j'aime beaucoup. Écoutez, que ceux qui
aiment Netanyahou ne s'inquiètent pas et que ceux qui ne l'aiment pas trop ne se réjouissent pas de manière prématurée. C'est une comédie politique dont la coalition est riche. D'autant que, je le rappelle, il y a un vote aujourd'hui, même si le parti Agudat Israël au sein du judaïsme de la Torah, avec le Shas, vote la dissolution de la Knesset et qu'il y a 60 contre 60, ou plutôt 61. Ça ne veut rien dire dans la mesure où c'est un vote préliminaire. Il y a encore une première, une deuxième et une troisième lecture. Netanyahou parviendra à faire tenir ça jusqu'au mois de fin juillet. En juillet, c'est les vacances parlementaires. Ça veut dire qu'on se retrouvera au mois d'octobre pour discuter de la seconde et de la troisième. Et là, comme on sera à 1 an des élections, il n'est pas exclu qu'on décide d'une date. La seule chose que je voudrais dire encore, c'est que oui, je regrette qu'il n'y ait pas dissolution de la Knesset. Pour une raison très simple, c'est que s'il y a des élections dans les 3 mois, alors il est à peu près certain que la négociation pour la libération des otages aboutira. Parce que Netanyahou voudra arriver au moins dans la nouvelle compétition électorale avec la libération de tous les otages. Donc oui, c'est vrai, il faudrait que le vote soit entériné aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait 2e lecture et 3e lecture aujourd'hui ou demain pour savoir qu'on a des élections dans 3 mois et qu'importe qui gagnera, Netanyahou ou l'opposition, ce qui comptera à ce moment-là, c'est que les otages seront à coup sûr libérés et n'ayez aucun doute là-dessus. Je parie et vous me reprendrez à l'antenne pour voir si mon pari est justifié. C'est ce qu'on fera, Denis Charbit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J et bonne journée à vous. Merci.